c'était 1er mai, interprété par Damien Saez. Et vous êtes toujours sur Radio Sous Pente, l'émission Arracaille, qui se tourne les pouces aujourd'hui en vous proposant une rediffusion que vous pouvez maintenant écouter si vous vous en souvenez plus ou si vous êtes un nouvel auditeur. Voilà, c'est consacré à Auguste Allongé. À Auguste Allongé. Voilà, un peintre naturaliste, un fusainiste. Oui, plutôt. Voilà, qui fait vraiment, qui avait un très très bon boulot. Et comme il fait beau, c'est l'occasion d'aller se promener du côté dans cette magnifique forêt, cette magnifique forêt de Fontainebleau, là où on a justement découvert une peintre qui exposait à la galerie L'Empreinte jusqu'à la semaine dernière et qu'on est allé interviewer pour vous la faire découvrir la semaine prochaine. L'émission Arracaille qui consacre aujourd'hui sa partie artistique au peintre et fusainiste Auguste Allongé, 1833-1998, c'est pas tout jeune. On plonge nous de plus en plus dans les abysses du passé. Ah non, on est une émission artistique un peu décalée, on l'avoue, mais bon, on éprouve quand même une certaine joie à découvrir ou redécouvrir ces artistes. Pour ce qui concerne Auguste Allongé, c'était donc il y a quelques jours à Bourg-en-Marlotte. Ouais, à Bourg-en-Mallotte, l'occasion de se promener en forêt de Fontainebleau et d'atterrir à l'espace Jean Renoir et effectivement de renouer avec ce qu'on avait vécu il y a quelques années. En 2014, on avait déjà fait le tour du village et de toutes les maisons qui avaient appartenu à des artistes. Et donc en lecture, j'ai choisi en fait un extrait de Adeline Prota, scène de campagne d'Henri Murger, qui a fréquenté avec toute sa bande justement les auberges de Bourg-en-Marlotte. Ouais, donc, et ceux qui connaissent pas Murger, on peut leur indiquer un bouquin fabuleux, c'est La Bohème de Murger, qui décrit évidemment la vie des rapins au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Ouais, donc à Bourron, effectivement, il y avait une vie artistique assez dense, tous ces peintres qui sont arrivés au milieu des villageois. Donc voilà, j'ai choisi un extrait justement qui va se passer pas loin de Bourg-en-Marlotte, donc vers cette fameuse mare aux fées. C'est au point central du plateau que se trouve la mare, ou plutôt les deux mares, formées sans doute par l'accumulation des eaux pluviales qu'ont retenu les bassins naturels creusés dans les rochers. Ce roc immense règne en partie dans toute l'étendue du plateau. Disparaissant à des profondeurs irrégulières, il reparaît à chaque pas, éventrant le sol par une brusque saillie. Aux fantastiques rayons de la lune, on se croirait encore sur quelque champ de bataille olympique, où des cadavres de titans mal enterrés pousseraient hors de terre leurs coudes ou leurs genoux monstrueux. Ce qui permet de supposer que cet endroit est situé au-dessus de quelques cryptes formées par une révolution naturelle, c'est que le sabot d'un cheval ou seulement la course d'un piéton éveille des sonorités qui paraissent se prolonger souterrainement. Alentour des deux mares et profitant des accidents de terre végétale, on crut les herbes aquatiques et marécageuses, où les grenouilles chassent les insectes, où les couleuvres chassent les grenouilles. Dans toutes les parties que les eaux de la double mare ne peuvent atteindre par leurs irrigations, les terrains se couvrent à peine d'une végétation avare, gazon ras et clairsemé, où la cigale ne peut se cacher à l'oiseau qui la poursuit. Pâle lichen couleur de soufre, qui semble être une maladie du sol plutôt qu'une production, créations éphémères d'une flore appauvrie, plantes maladives sans grâce et sans couleur, dont la racine est déjà morte quand la fleur commence à s'ouvrir, qui redoutent à la fois le soleil et la pluie, qu'une seule goutte d'eau noie, qu'un seul rayon dessèche. Qu'une vache se détache du troupeau et vienne boire à cette eau croupie, qu'une paysanne s'agenouille au bord pour laver son linge ou plutôt le salir, qu'un bûcheron vienne aiguiser sa cognée sur le roc, et ce seront autant de tableaux tout faits que le peintre n'aura qu'à copier. Aussi, la mare aux fées est-elle de préférence le lieu choisi par les artistes qui vont à Fontainebleau dans la belle saison. Ceux qui habitent les confins éloignés de la forêt y viennent souvent, ceux qui résident dans les environs y viennent toujours. Lorsque Lazare et son compagnon débouchèrent sur le plateau, le soleil commençait à cribler de flèches lumineuses les futaies des ventes à la reine qui le bordent d'un côté, et l'on entendait dans les profondeurs d'un chemin creux les clochettes d'un troupeau que le vacher matinal amenait au dortoir du pays. « Ne restons pas là, dit Lazare à Zéphyr.
Dans une heure, tous les rapins des environs vont venir planter leur parasol autour de la mare et le plateau aura l'air d'un carré de champignons. » Comme pour justifier les craintes qu'il venait de manifester, au même instant où Lazare achevait de parler, un groupe de jeunes gens arrivaient sur le plateau par un autre chemin. Un âne, guidé par un paysan, était chargé de chevalets, de boîtes de couleurs et de havre-sac. Ah ouais. Au milieu de ce groupe marchait un personnage qui paraissait plus âgé que ses compagnons, et à qui ceux-ci semblaient témoigner une respectueuse attention. Lorsque Lazare s'aperçut de loin que le monsieur qui semblait conduire les hôtes portait la décoration rouge sur son paletot d'été, le groupe passa bientôt devant Lazare, qui s'était arrêté. Il observa que tous les jeunes gens étaient généralement mieux mis que ne le sont les peintres pour courir la forêt. Ils avaient des chaussures vernies, quelques-uns même portaient des gants. « Quels sont ces messieurs » demanda-t-il à Zéphyr, qui s'était tourné d'un autre côté au passage du groupe. « C'est les désigneux de Marlotte, qui vont prendre leurs leçons avec leur maître. » Au même instant, celui que Zéphyr désignait ainsi se retournait vers la petite troupe, et Lazare put l'entendre dire à ses élèves, auxquels il montrait l'effet produit sur le paysage. « Messieurs, il est 6 heures, c'est l'heure où le jaune de Naples règne dans la nature. »« Ah, fit Lazare, je veux assister à la leçon. »« Oh, monsieur, répondit Zéphyr en regardant le sac aux provisions d'une façon piteuse. »« C'est vrai, dit le peintre, nous avons à déjeuner d'abord et à causer après. » Et ils continuèrent dans une direction opposée à celle que venaient de suivre les paysagistes. Voilà. Donc ça, c'est un extrait parmi d'autres. C'est difficile de choisir parce qu'en fait, il y a plein de scènes qui peuvent être racontées en fait sur cette Maroffée, sur ces ambiances dans les auberges. Oui. Henri Murger a décrit ça vraiment très très bien. Oui, tout à fait. Oui. Puis, alors c'est pas seulement dans les auberges de Bourron, mais c'est aussi à Grèce, c'est aussi à Moret-sur-Loing, c'est aussi à Montigny, aussi à Barbizon. Enfin voilà, toutes les lisières de la forêt de Fontainebleau, tous les petits villages étaient des reposoirs, des dortoirs, des mangeoires de rapins ou à rapins, voilà. C'est assez extraordinaire d'ailleurs cette période de l'histoire de l'art moderne, parce que et c'est d'autant étonnant qu'aujourd'hui un silence sépulcral recouvre tout ça. C'est terrible parce que on a depuis le temps qu'on fréquente ces lieux, qu'on s'intéresse à cette période de l'histoire de l'art, cette période assez proche, hein, on a découvert des artistes quand même assez extraordinaires, comme Auguste Allongé, qui évidemment, il commence à être un peu coté, paraît-il, aujourd'hui, mais il y a quelques années, vous pouviez en trouver dans les ventes pour rien du tout, quoi. Alors que, si vous voulez, c'est pas seulement des techniciens, c'est pas seulement des praticiens, ils ont aussi une sensibilité, ils ont aussi un style. Voilà, ils ont fait des choses que pratiquement aucun artiste aujourd'hui ne serait capable de faire, quoi. Parce que on vous parlera des fusains d'Allongé, je vous assure que là, quand vous voyez ça, vous avez, comme qui dirait, de la sueur qui perle sur votre petit front buté. Hein. Ouais, il y avait toute cette émulation artistique, effectivement, parce qu'ils se retrouvaient sur le motif, ils se retrouvaient dans les auberges, donc voilà, ils buvaient un coup, ils parlaient, ils échangeaient, même s'ils n'étaient pas complètement d'accord sur tout, quoi. Sur les artistes, ils sont souvent pas d'accord, mais c'est quand même mieux. Enfin, le motif, ces jours-ci, j'y pensais, le motif, c'est quand même plutôt qu'être enfermé dans son atelier, se mettre la cervelle au courbouillon pour se dire qu'est-ce que je viens pouvoir foutre aujourd'hui. Là, ils prenaient leurs petits accessoires de barbouille, ils allaient dans la forêt ou sur ces lisières, dans les villages, et ils avaient tout devant eux. Il suffisait de copier, avec chacun son style, avec chacun ses techniques, ses méthodes, ses approches, mais voilà, tout était là. Et puis, il y a une certaine... Autant que je me souvienne les quelques fois que j'ai posé, justement, où j'ai essayé de faire travailler sur le motif, c'est vachement excitant, hein. Il y a quelque chose qui se passe pas souvent dans l'atelier, voilà.
C'est à l'auberge de la route, autour de 12 litres de vin blanc, les rouliers causent en buvant l'amour. L'amour, les filles, il faut s'en foutre, mes gars. Qu'a dit le grand Claude, son verre levé, peine de perdu de retrouver. Et v'là au moins l'amour me tourne la boule là-bas. J'aime mieux boire jusqu'à part de le Nord, et l'aubergiste apporte encore du vin. Et les v'là qui relichent et qui saoulent terre tout, en gueulant comme des dératés, lâchant des fois de vérité dessous. Au mi-temps des rouliers qui roulent tout haut, là le grand Claude qui se met à pleurer, tout en pleurant à soupirer. Margot. C'était à l'auberge de la route, interprété par le groupe Petit Crème, mais c'est un texte de Gaston Coutet. Sur l'émission Araka, qui prend son petit pas sur le chemin de la route, ce qui va suivre. L'émission Araka qui se consacre aujourd'hui, pour sa partie artistique, à un peintre fuséniste, Auguste Allongé, qui a sévi dans la fin du XIXe siècle, entre 1833 et 1898, dans les environs de Fontainebleau ou dans la forêt elle-même, à Bourg-en-Marlotte par exemple, etc., etc. On va essayer de vous faire partager notre enthousiasme ou notre sur cet artiste, son travail, et sur, si vous voulez, ou si vous voulez pas, peu importe, non, je dis un peu n'importe quoi, comme souvent. Non, cette période de l'histoire de l'art assez proche, si vous voulez, il y a des artistes qui ont émergé jusqu'à présent, qui sont redécouverts régulièrement, de plus en plus d'ailleurs, parce que il y a eu vraiment comme on dit, je vais pas me forcer trop, une chape de plomb sur leur existence, sur leur travail, et c'est complètement comme chaque fois que des chapeaux de plomb recouvrent des morceaux d'histoire, à chaque fois, c'est un petit peu quand même fangeux tout ça, voilà, parce que vraiment, si vous avez la bonne idée de vous prendre un ticket de train, ou alors un billet plutôt, un billet de train ou votre tuture, et puis d'aller vous balader dans ces coins-là, à Bourg-en-Marlotte, comme on vient de vous l'énumérer, à Grèce, etc., toutes ces petits bleds proches de la forêt, ou dans la forêt carrément, par exemple pour Barbizon, eh bien vous pourrez, je crois, vous réjouir de voir le travail de ces artistes, qui est quand même quelque chose d'assez
peu commun, si on peut dire, quand on voit la barbouille d'aujourd'hui. Je dois dire que ça fait lourdingue à côté de la légèreté de ces morceaux de peinture de la fin du 19e ou du fusain pour Auguste Allongé, qui était lui vraiment un maître dans ce domaine. Ouais, on a vu vraiment de très belles choses. Alors moi, j'ai essayé de faire un petit peu la bio, hein, comme j'en ai l'habitude d'Auguste Allongé. Donc on a visité cette exposition, c'était tranquille. On a même été reçu par l'adjoint à la culture de Bourron-Marlotte qui soutient cette exposition. Et donc je me suis inspirée du catalogue aussi de l'exposition pour parler un petit peu d'Auguste Allongé. C'est un catalogue qui est très riche. Il y a plusieurs articles et en fait c'est vraiment très intéressant parce que effectivement sinon c'est difficile de trouver beaucoup de choses sur la vie d'Auguste Allongé. Oui, mais ce catalogue Bourron-Marlotte, c'est un village, hein, c'est pas une métropole, hein. Et ils ont édité ce catalogue. Je dois dire que c'est un beau morceau, voilà, dans le choix des œuvres, dans la présentation. Moi, je me suis plus particulièrement intéressé, si vous voulez, aux fusénistes modernes, comme on qualifie Allongé. Voilà, mais c'est vraiment je répète, pour un village, voilà, d'avoir produit ce catalogue, c'est quand même quelque chose d'assez peu ordinaire. Ouais. Alors en fait, cette exposition a pu avoir lieu parce que Jean-Pierre Didier est un collectionneur et il a découvert les œuvres d'Auguste Allongé. Donc il a été enthousiasmé parce qu'en fait quand il a découvert certains tableaux, il a revécu ses promenades d'adolescent dans la forêt. Donc il a collectionné au fur et à mesure et il a fait don à la mairie de Bourron-Marlotte en fait de la première partie de sa collection. Donc c'est ce qui est visible dans cet espace Jean Renoir. Et la seconde partie de ses biens sera léguée après son décès donc à la mairie aussi, à la mairie musée de Bourron. Donc nous, effectivement, c'était l'occasion pour notre petite équipe dynamique de partir à la rencontre de ce petit maître du 19e siècle. Ah non, je suis pas d'accord, pas petit maître. Non, c'est tellement péjoratif, petit maître. Ah oui, parce que c'est les culs pincés de l'art moderne qui ont décrété que c'était des petits maîtres. Moi, je suis pas d'accord. Ce sont des artistes à part entière, ils ont rien de petit. Évidemment, ils ont pas la notoriété de ceux qu'on appelle des maîtres. Mais comme j'aime pas les maîtres, comme c'est dit dans notre préambule, la voix sans Dieu, sans maître, voilà. Et voilà, non, si tu veux, Dominique, ça peut te paraître un peu exagéré, mon indignation, mais j'ai tellement, moi-même, j'ai cru que c'était les petits maîtres quand j'étais étudiant, tout ça, en art. Oui, les petits maîtres, les professeurs en parlaient avec un dédain, une espèce de mépris, voilà. Non, je suis pas d'accord du tout. Moi, je mettais pas du tout de dédain, en fait. Justement, non, mais je sais bien, parce que toi, c'était plutôt de l'admiration, quoi. Oui, mais pour nos auditeurs, si tu veux, ça peut avoir un côté, une connotation peut-être péjorative, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que c'était entendu par d'autres que toi. D'accord. Bon, alors, Auguste Allongé, lui, il est né à Paris en 1833. Alors, il a un père qui est brodeur et qui est aussi dessinateur en broderie. Donc on sait peu de choses sur son enfance, son adolescence. Après on le retrouve, il a presque 20 ans et il rentre à l'école des Beaux-Arts et il veut d'abord être un peintre d'histoire. Et c'est finalement vers la peinture de paysage qui va se tourner. Oui. Et il fréquente très tôt la forêt de Fontainebleau. Alors il sera médaillé 3 ans plus tard pour un fusain qui s'appelle Souvenir de la Gorge aux Loups en forêt de Fontainebleau. Donc la Gorge aux Loups, c'est un espace qui est situé pas très loin de la Mare aux Fées, justement, quoi. Alors c'est un excellent dessinateur et il commence à gagner sa vie comme illustrateur et il travaille donc pour Le Monde illustré et l'illustration. Alors on suppose qu'il a fait le fameux voyage initiatique en Italie avant de voyager en Bretagne aux côtés de Camille Corot. Il présente tous les ans des œuvres au Salon annuel des Beaux-Arts et l'État lui achète une huile, mais il sera récompensé à ce salon en fait que 30 ans plus tard. Donc il est perçu par ses amis et ses fréquentations comme un érudit, un lettré, un artiste sincère et modeste qui peint et dessine en fait du matin au soir.
Alors on a pu établir un peu une cartographie de ses déplacements. Donc on l'a vu donc en Bretagne aux côtés de Camille Corot. Il est passé par la Manche. Il est allé dans l'Yonne, dans la Nièvre, dans le Morvan, dans les Vosges, la Haute-Loire, la région de Hyères et Toulon. En 1873, donc, il va publier Paysages au fusain, donc cet ouvrage de référence sur cette technique, un ouvrage qui sera traduit en anglais quelques années plus tard. Et Auguste Allongé, en fait, ne s'installe à Marlotte qu'en 1876. Il va s'installer en lisière de forêt, et là, il va déménager 3 fois. Donc, il va occuper la maison qui s'appelle Les Roches, après les Clématites et les Sorbiers. Donc, il est proche de plusieurs artistes de la commune. Il connaît Rosa Bonheur qui l'estimait beaucoup et qui regrettait d'ailleurs qu'il n'ait pas connu le succès qu'il méritait plus tôt, quoi. Elle qui avait été décorée très jeune, elle avait une 20aine d'années. Ouais. C'est pas le cas, on a vu donc d'Auguste Allongé, quoi. Alors il a aussi côtoyé Félicien Rops. Alors les artistes étaient assez différents. Apparemment ils parlaient dans les auberges, mais voilà, il a été allé en Belgique. Je crois qu'il a été aussi invité chez Félicien Rops. Et à la fin de sa vie, il a fait un voyage en Russie, donc il y a aussi quelques œuvres qu'il a ramenées de là-bas. Et il meurt jeune, il meurt à 65 ans, donc à Marlotte. Oui. Donc voilà, c'est une vie qui est assez... Enfin, on ne connaît pas beaucoup de choses de sa vie. Il a eu 2 épouses, les 2 s'appelaient Marie-Louise. Oui, oui, on connaît pas beaucoup de choses de sa vie. C'est dû probablement à ce regard que portaient quelques imbus et sur ces soi-disant petits maîtres. Alors je vous ai dit que j'étais pas d'accord et je signe et je persiste parce que quand vous regardez le travail, si vous allez, c'est ouvert jusqu'à quand cette expo déjà? C'est ouvert, je crois, jusqu'au 15 octobre. Bon, vous avez encore en gros 3 semaines. C'est pas très loin, Bourron-Marlotte. Et si vous allez dans cet espace Renoir, alors bon, il y a un éclairage qui est très, c'est assez sombre parce que ce sont surtout pour les aquarelles on a vraiment l'impression qu'elles viennent d'être faites parce que pour les aquarelles, si vous voulez, la lumière peut vraiment les abîmer. Alors, mais en tout cas, on peut quand même les regarder. Hein, c'est visible, c'est pas non plus une cave. Hein, mais vous verrez que Auguste Allongé, c'est pas vraiment quelqu'un de petit par son travail. Il est mort jeune, 65 ans. Probablement, s'il avait vécu comme Renoir jusqu'à presque 100 ans, il aurait pu faire comment dirais-je, bref, comme un autre, assez vieux. Eh bien, il aurait pu faire une œuvre encore plus importante et peut-être arriver à des choses, à des réalisations différentes. On ne sait pas, le parcours d'un artiste, c'est parfois tellement curieux. Mais en tout cas, là, Auguste Allongé, dans ses œuvres, c'est quand même une découverte et c'est quand même un parcours et c'est quand même une histoire, en tout cas, qui est pas du tout ordinaire. Et donc un maître, effectivement, il a des magnifiques aquarelles, hein, oui. Mais aussi un maître du fusain, donc avec son bouquin. Et nous, on a pu voir ces fusains, c'est fantastique, quoi. Donc je sais pas si tu veux un petit peu raconter tout ce qui est dit dans ce catalogue sur les fusains. Oui, enfin, voilà, si vous voulez, le fusain, on peut dire, enfin, on peut même affirmer que c'est un des premiers médiums dont l'homme se soit servi pour dessiner dans les cavernes, qu'on dit préhistoriques, hein, pour simplifier les choses, pour être au ras des pâquerettes, et parfois c'est peut-être mieux pour se faire comprendre. Eh bien, les premiers hommes utilisaient le charbon de bois, les restes des braises pour faire des espèces de graffitis sur les parois rocheuses des grottes, voilà. Donc c'est très ancien, le fusain, qui est du bois calciné. Alors il y a différents bois. Par exemple, ils utilisaient des manches à balai pour faire un fusain qui était un noir intense. On cramait des manches à balai. Non, faut le faire. Et puis il y avait d'autres des racines de réséda, je crois, ouais. Qu'ils utilisaient pour faire des fusains très très fins, qui avaient un noir velouté. Vous voyez, il y avait des tas de le fusain, si vous voulez, tel que l'a utilisé Allongé, il
il a cherché des techniques nouvelles, il a innové en utilisant justement diverses formes de fusain. Du noir le plus intense avec le fusain de manche à balai. Moi, ça me fait marrer. Le fusain du résident, on l'appelait le fusain petit buisson. Voilà, le petit buisson. Et ça existe toujours. Veloutés, ouais, ça existe toujours. Moi, j'en ai des petits buissons. Mais voilà. Et il y a, bon, ce qu'il y a dans le fusain, le plus difficile, c'est de la pérennité du fusain. Mais allongé, il avait trouvé un truc. Il passait au pinceau un fixatif au dos de l'œuvre et qui imbibait le papier et collait le fusain par-dessous à l'œuvre. Avant qu'on invente, si vous voulez, une petite chose pour souffler. Qui c'est qui l'avait inventé? Je ne sais plus, j'ai pas noté tu n'as pas noté le nom. Non, moi je l'ai, mais bon, bref, que j'ai utilisé quand j'étais jeune. On trempait ça, il y avait une petite tige qui rentrait dans le pot de fixatif. Et une petite soufflette et on soufflait. Ça faisait remonter le fusain dans le conduit et ça le projetait sur le fusain, le fixatif, ça le projetait sur le fusain. Voilà. Alors il a aussi utilisé des estompes. Alors normalement ces estompes c'est fait avec du papier, genre papier, carton, enfin bref, enroulé là. Mais lui il utilise aussi des estompes à la peau. Il utilisait des grattoirs parce que pour gratter dans le sombre, pour donner des éclats brillants, il utilisait la gomme de mie. La pain de mie, ouais. La mie de pain, ouais. La mie de pain qui une gomme pour maintenant moi j'ai utilisé la gomme à la mie de pain, mais d'abord ça vient moins cher que d'acheter des gommes à fusain et puis on peut faire pour éclairer, pour donner de la lumière dans des endroits particuliers. Voilà, et d'ailleurs, dans ce petit musée, il y a l'adjoint à la culture qui a réussi à rassembler un matériel de fusainiste. Mais alors moi j'étais scotché là parce que j'adore voir le matériel des peintres. Alors là c'est des fusainistes, attention, j'avais jamais vu où il y avait tout ce que je décris comme c'est tous les fusains, voilà, tous les petits outils, les estompes, etc. Ouais, il y a que le grattoir, il dit qu'il en a pas retrouvé d'anciens qui en d'époque, oui. Alors c'est un grattoir qu'on trouve de moins en moins d'ailleurs, mais bon, je vais pas vous le décrire parce que ça sera pas évident. Mais voilà, il y avait alors il y a aussi il utilisait du jus de fusain en si vous voulez en écrasant du fusain, probablement qu'il mettait un peu de flotte ou je sais pas quoi, et il pouvait travailler au pinceau pour la sauce de fusain, il appelle ça. La sauce de fusain. Moi, j'adore tout ça. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que avec ça, et alors il préconisait lui d'utiliser un papier lisse, alors qu'il y a des tenants du papier à grains, le papier verger surtout, le fusain, beaucoup sur le papier verger, parce que lui il reprochait au papier verger, au papier à grains, de retenir trop le fusain, de pouvoir faire des choses, pas pouvoir faire des choses aussi fines que celles qu'il faisait, qui ressemblent vraiment à des photographies par moment. Mais ça a pas le côté froid de la photographie, c'est quand même du fusain, donc c'est fait à la main. Donc il y a ce côté quand même manuel qu'on sent. Il y a une sensibilité qui est pas celle de l'appareil photographique, voyez-vous. Ouais, alors c'est ça, apparemment allongé, il répandait un premier ton sur le papier avec un fusain un petit peu usé il mettait un aplat pour éviter les rayures. Ensuite, il prenait le point le plus lumineux, il le dévoilait et là il enlevait la matière. Voilà. Oui, parce que cet avantage avec le fusain, c'est que ça rentre pas dans le papier comme la pierre noire ou des choses comme ça. Ça a l'avantage aussi sur le crayon. Il était pas hystérique, parce que c'était pas le genre, mais il détestait le crayon, la mine de plomb, parce qu'il disait que la mine de plomb, c'est vrai qu'avec la mine de plomb, même avec les 8B, vous pouvez pas avoir un noir intense comme vous pouvez l'avoir avec du manche à balai brûlé, quoi. Voilà. Il reprochait ça à la mine de plomb, c'est pour ça qu'il était vraiment très attaché au fusain. Puis le fusain, pour les artistes aussi, ça peut s'effacer, ça peut, voilà, c'est vraiment très très comment dirais-je, riche en possibilités, si vous voulez, d'exécution.
On peut dire ça comme ça. Hein. et lui, il disait qu'il faisait de la couleur au fusain. C'est quand même assez paradoxal parce que il avait étudié d'une manière mais vraiment quasiment scientifique, hein, toutes les possibilités de dégradé, de profondeur, etc. Et si bien que oui, à l'époque, si vous voulez, où c'était l'impressionnisme avec les couleurs, c'était les couleurs. Il était entouré de coloristes et lui, il faisait de la couleur avec du noir et blanc. Voilà. Et c'est vrai que ça peut donner cette impression-là parce que il utilisait aussi parfois des papiers colorés. Donc, il travaillait dessus, des papiers colorés, et donc ça pouvait donner cette impression de couleur, mais en fait, c'était les valeurs et les tons qui étaient. Alors, il fallait vraiment avoir une technique très très sûre pour pouvoir rendre aussi fidèlement, si vous voulez, les matières des arbres, de l'eau, du ciel, etc. C'est quelque chose de, pour moi en tout cas, d'assez extraordinaire et à regarder. Et c'est pas du tout, encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'on pourrait dire, oui alors comme c'est réaliste et tout, c'est pas de l'hyperréalisme, c'est tout à fait différent. C'est une technique, le fusain, parce que le fusain c'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose qui s'écrase, quelque chose de mou, voilà. Et cette douceur, elle est présente dans l'exécution, dans le rendu d'un paysage au fusain. Voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel et ça donne vraiment envie. Et il faudrait, j'espère que si des artistes nous écoutent, qui ont complètement ignoré toute leur existence, jeune existence ou moins jeune, le fusain, il ferait bien de se pencher là-dessus. Mon truc, ça serait de retrouver le traité de fusain. Peut-être qu'on peut le trouver sur le net. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé. Là. Mais on a suffisamment d'indications dans notre petit catalogue pont Auguste Allongé pondu par la commune de Bon-Marlotte. On a suffisamment d'indications pour entrevoir toutes les possibilités de ce petit bout de charbon. Ouais, en fait, c'est bien parce que c'est quelques lignes qui auraient pu paraître fatigantes, pénibles, en fait, parce qu'elles sont techniques, finalement se lisent très facilement. Quoi. Ah ouais, parce que réjouissant. On découvre quelque chose, si vous voulez, c'est si simple, voilà, et avec cette chose avec laquelle on peut faire des choses, des dessins complètement extraordinaires, délicatesse, les feuillages, les herbes, les nuages, l'eau, la transparence de l'eau, le miroir de l'eau, tout ça s'est rendu d'une manière, mais vraiment bluffante. Vous restez la bouche ouverte et s'il y a des mouches, c'est dangereux. Hein, c'est parce que bon, vous pouvez en gober quelques-unes. La mare fait le petit sentier qui rigolait. Au bas du pré, le prince charmant, son cheval blanc, il ne faut pas croire. Tout ce qu'on nous dit quand on est petit, ça fait trop mal quand on grandit. Alors tant pis, on jette son cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, on jette son cœur au fond de la mare. Alors tant pis, on jette son cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, on jette son cœur au fond de la mare. Petit bateau danser sur l'eau, j'aime les mots que tu me dis. Amour toujours, et puis un jour, on se dit au revoir. Je pleure la nuit, l'amour enfuit, ça fait trop mal, c'est ça la vie. Alors tant pis, on jette son cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, on jette son cœur au fond de la mare. Alors tant pis, je vais jeter mon cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, je vais jeter mon cœur au fond de la mare. Le temps
avance, pas une chance de faire une danse à contresens. On fait rimer amour toujours, on veut y croire. C'est ce qu'on nous dit quand on est petit, mais ça fait mal quand on grandit. Alors tant pis, on jette son cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, on jette son cœur au fond de la mare. Alors tant pis, j'ai jeté mon cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, j'ai jeté mon cœur au fond de la mare. Alors tant pis, on jette son cœur au fond du puits. Fin de l'histoire, on jette son cœur au fond de la mare. C'était Anne van der Loof qui interprétait la mare aux fées. La suite de notre histoire sur Auguste Allongé, toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. L'émission à racaille. Bon, on cause d'Auguste Allongé, un illustre artiste inconnu quasiment de tout le monde, sauf de nous. Ou pas que de nous, mais enfin... Et de nos auditeurs qui vont tous aller visiter l'exposition à l'Expo Jean Renoir. Ouais, puis après, vous faites un petit crapaillou, vous allez au Bijou Bar. Alors là, le Bijou Bar, je vous dis pas. Il y a un plat unique, tous les jours ça change, mais si vous tombez sur le plat unique que vous pouvez pas piffer, bah tant pis. Il y a un autre lieu pour... Il y a le Martingot, là, c'est un établissement plus grand, oui, plus spacieux, qui va faire même hôtel, qui va un peu renouer, peut-être avec ses anciennes auberges, parce que le patron nous disait qu'il allait aménager tout son espace en chambre d'hôtel. Ouais, c'est à l'entrée du village, près de l'église. Ça ressemble à un bâtiment scolaire ou une ancienne mairie, mais c'est pas du tout ça. C'était une auberge qui est très ancienne, enfin qui a plus d'un siècle en tout cas. Voilà. Alors ça c'est pour si vous avez un peu d'argent, quoi. Voilà. On mange très bien. Peut-être qu'on va même y dormir très bien, on sait pas nous encore. Mais le Bijou Bar c'est autre chose. C'est plus proche de nous. Et le Bijou Bar il est juste en face d'une maison qu'a habité Renoir, le peintre. Voilà. Le père est venu, le fils a une maison. Et... la maison du fils du cinéaste, c'est autre chose. C'est 10 fois la maison du père. Le père, il n'a pas de maison, je crois qu'il est logé dans les auberges, quoi. On va parler un peu après peut-être ces auberges qu'il y a eu aussi à Bourron-Marlotte. Ouais, tout à fait. Non, mais ça fait rêver tout ça. Nous, on a eu l'occasion, mais c'était à Grèce, d'aller dans une ancienne auberge qui est devenu maintenant, qui a été racheté par les Suédois. Les Suédois, un centre suédois, un centre artistique suédois, un centre d'accueil en fait. Un centre d'accueil où des artistes viennent en résidence. On a eu la chance de pouvoir visiter ce lieu. Oui, bon, alors, et je dois dire que Piquet-Cou, elle est complètement transportée quand elle voit des auberges. Alors, ça se demandait ce qu'elle était dans une autre vie, parce que je sais pas. Mais c'est vrai qu'en plus, une fois qu'on est à Bourron, dans cette exposition, il y a des petits plans qui sont distribués avec toutes les rues et toutes les maisons remarquables d'artistes. Alors, je dis remarquables parce qu'elles ont été habitées par des artistes, mais elles sont pas forcément spacieuses, pas toutes. Mais ça vaut le coup. Nous, on avait fait un petit film en 2014 que je vais remettre sur notre blog. De Piquet-Cou a fait un petit film. Moi, je suis pas dans le coup. On voyait un peu toutes ces maisons. Donc, il y a la rue, justement, en plus il y a les noms de rues, la rue Auguste Allongé, la rue Henri Murgère. Voilà, donc ils ont chacun leur rue. Oui, particulièrement dans la grande rue de Bourron, il y a un atelier, quand on vient de la gare, c'est sur la droite, quand on vient de la forêt, c'est sur la gauche. Il y a un ancien sculpteur, peintre ou sculpteur? Il y a un sculpteur, je crois. Ouais, c'est un sculpteur. Et on voit, évidemment, on le reconnaît, mais il y a une plaque aussi avec une sculpture devant. Voilà, la grande baie des ateliers d'artistes. Et il y en a plusieurs visibles comme ça dans Bourron-Marlotte. Ouais, il y a la Nicotière aussi, c'est une maison, une vaste maison qui avait été habitée par le fils de Paul Cézanne. Alors le père serait venu aussi de temps en temps à Bourron-Marlotte, mais le fils y a vraiment résidé, quoi. Ah ouais. Bien, voilà, alors tout ça pour vous mettre en bouche, et maintenant on va vous causer un peu plus précisément de l'œuvre
l'Auguste Lallongé. Ouais, ces aquarelles quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de ces fusains, mais c'est vrai qu'on a été séduit par la fraîcheur de ces aquarelles quand Oui. on est arrivé. Hein. Et comme tu le disais, il a voyagé. Là, il y a une aquarelle de Plougastel, magnifique. C'est une lande. Moi, je suis toujours bluffé. Alors, je pensais que je pensais pas qu'en France il y avait des grands aquarellistes comme il peut y avoir en Angleterre. Une tradition depuis Turner où il y a des comme Brayton ou des gens comme ça. Et là, avec les aquarelles d'Auguste Lallongé, je dois dire qu'elles n'ont pas à plier des genoux devant les aquarelles des grands aquarellistes anglais, pas du tout. Hein. Arbre et roche en hiver, alors là, faut voir. Hein, mais il y a une espèce de, il y a l'observation déjà, l'observation du motif qui est quand même, c'est une observation, je le dirais aussi là photographique, parce que arriver à ou alors c'est une habitude, une fréquentation assidue des lieux qui a permis, si vous voulez, à cet artiste de bien saisir. Là, quand on voit des arbres dans bord de rivière, on voit des arbres avec leur écorce, avec les branches mortes, avec celles aussi qui sont tombées de l'arbre, voilà. Comme c'est dans la nature, vraiment, il n'essaye pas d'idéaliser la nature, il montre la nature telle qu'elle est, et ça fait une peinture idéale. À défaut de idéaliser. Je suis moins, comment dirais-je, convaincu par son huile. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Non, mais c'est vrai que du coup, on a senti beaucoup plus de lourdeur hein, quand oui, on voilà, a vu les 2-3 huiles. Là, Ouais, et puis ça fait un peu clinquant aussi, c'est curieux à dire, mais là il y a un sous-bois en forêt de Fontainebleau en automne, c'est quand même une huile quand même 71,5 sur 46,5, c'est pas petit, et moi ça m'avait un peu presque choqué. Parce que c'est tellement loin de ces aquarelles où il y a une sensibilité, une légèreté, une vie. Dans l'huile, c'est plus figé, c'est plus. Là, on pourrait dire que ça touche un petit peu une forme de classicisme, quoi. Voilà. Non, mais il y a toujours comme ça chez les artistes des choses qui sont, comment dirais-je, qu'on ne perçoit pas de la même manière que d'autres. Voilà, je vois ici. Alors, en parlant de couleurs, je parlais du fusain de couleurs. Il n'y a pas de fusain de couleurs, ça n'existe pas. Mais là, il y a un fusain de 95 sur 53 qui est intitulé Dans la forêt. C'est dans la collection de la mairie de Bourg-Marlotte. Et je dois dire qu'on a l'impression que c'est la couleur, que c'est un fusain automnal. Il y a dedans, alors je pense que c'est l'utilisation d'un papier de couleur. Il a dû faire ça sur un papier de couleur, parce qu'on a l'impression qu'il y a des ocres jaunes, qu'il y a des choses, des sépias. Enfin, c'est très très étonnant. Comme et même au premier plan comme un peu de brume, voilà. Comment on pouvait réaliser des choses pareilles. Même chose pour les aquarelles. Il y a toujours dans ces aquarelles, comme dans ces fusains. Oui, là, il y a une huile vue du Puy-en-Velay. Alors là, c'est franchement lourdingue. Hein, je dois dire que. Voilà. Oui, je crois que c'est justement. Il en a fait deux. Je crois que c'est une des deux que l'État avait acheté là. Ouais, l'État, il avait pas un goût excellent. Je trouve que il aurait mieux fait de lui acheter des fusains ou des aquarelles ou voilà. Parce que vraiment, toutes les aquarelles qu'on a vues et qui sont dans ce catalogue, ce sont de pure merveille. Je vous ai entendu, je répète, de pure merveille. Voilà. Et il fallait voir notre camarade Pigeot qui bondissait, qui sautillait devant les œuvres. Non, mais là, c'est quelque chose. Vous avez pas... Là, j'ai de la chance, hein, parce que je vois un phénomène humain qui sautille, qui gambit, qui est là et machin. Elle fait 6 fois le tour de l'expo pendant que moi j'en fais une demi. Bon, c'est quand même, mais c'est stimulant en même temps parce que moi j'ai l'impression que je suis un espèce de bovidé à côté qui se mouvoie avec beaucoup de difficultés. Pas piqué coup, pas du tout. Non, et là il y a un coin de la forêt de Fontainebleau
dans les premières ou les dernières œuvres, c'est pas daté là. Ben alors faut voir, mais c'est une merveille, mais vraiment une merveille. Ah oui, il y a une huile sur toile, Chemin dans l'après, qui est pas trop mal. Ça pouvait faire penser presque à Corot, qu'il a fréquenté d'ailleurs. Faut dire qu'il avait des fréquentations, hein, c'était pas n'importe qui. Hein. Voilà, enfin je peux vous tartiner comme ça pendant des heures hein, sur le père Allongé, voilà, qui travaillait. Non, mais c'est vrai, quand on voit, par exemple, tous ces rendus d'écorce d'arbres, toutes ces lumières, enfin, c'est époustouflant. En plus, c'est vrai que le sujet, au départ, cette forêt de Fontainebleau, qu'on trouve absolument magnifique, est quand même une des plus belles forêts de France. Oh, sûrement. C'est même la plus belle. Est rendue magnifiquement, donc on ne peut qu'apprécier, quoi. Oui. Ah oui, il y a aussi oh là là, alors je tombe sur, écoutez, le moulin sur la Brelle, un fusain, 23-35, mais pareil, on croirait que c'est de la couleur. Et il y a des raies de lumière, mais c'est quelque chose de... Alors, encore une fois, je pense qu'il a fait ça sur des fonds colorés. Un fond coloré en brun ou en ocre jaune, voilà. C'est Coureau en feuille, une aquarelle assez grande. 55,5 sur 38, c'est quand même assez grand pour une aquarelle. Et là. Mais alors, mais moi je suis complètement bluffé. Sauf que j'ai horreur de leur signature à ces aquarellistes. C'est des signatures qui sont vraiment... qui sont en biais, là. Je trouve que ça va pas du tout avec l'œuvre. Enfin bon, on va pas chipoter, hein. Mais quand je vois tous ces feuillages, ces arrière-plans dans la brume, très légers, etc., qui donnent la profondeur à l'œuvre, on peut rentrer, je pense qu'avec une caméra, on pourrait rentrer dans l'œuvre et puis aller jusqu'au fond de l'œuvre comme on rentre dans un sous-bois, quoi. Ça fait exactement, ça donne cette impression. Ouais. Auguste Allongé. Ouais, voilà. Alors, vous avez bien entendu? Auguste Allongé. Ouais, et puis il faut dire que donc à Bourron-Marlotte, il y a aussi cette mairie qui est assez extraordinaire, hein, qu'on appelle des mairies musées, et qu'il y a un monsieur qui s'appelle Charles Moreau-Vautier qui en 1907 justement a imaginé ce concept de mairie musée. Lui, il était c'était un défenseur acharné de la forêt, et c'était aussi un propagandiste de l'art pour tous. Donc si on va à Grèce et si on va à Bourron-Marlotte, on peut rentrer dans les mairies, et là il y a des tableaux absolument partout. Oui, sauf que ceux de Bourron-Marlotte sont mieux présentés que ceux de Grèce. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et alors lui, Charles Moreau-Vautier, au départ, il était peintre, hein, il était critique d'art, et il a animé donc la commune de Bourron-Marlotte pendant 20 ans. Donc merci beaucoup de nous avoir laissé. C'est là qu'on avait déjà vu les premiers tableaux d'Auguste Allongé, parce qu'il y en a qui sont exposés dans la mairie, quoi. Oui, et puis cet adjoint à la culture nous a vraiment étonnés, parce que il est vraiment à fond dans son trip, hein, et pas pour de rire, et c'est assez rare dans les... Enfin bon, je veux pas être médisant non plus, mais moi j'habite dans une commune beaucoup plus importante que Bourron-Marlotte, et je dois dire que niveau culturel, c'est assez au ras des pâquerettes. Et là, de s'entretenir avec un adjoint à la culture aussi disert sur l'art, aussi à l'aise pour en parler, c'est assez étonnant, et on le remercie de nous avoir accordé quand même un peu de son attention pendant au moins une demi-heure. On est resté assez longtemps, puis il connaît bien en fait toute l'histoire effectivement de sa ville. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les auberges. Et donc à Marlotte, il y avait 2 auberges. En fait, au départ, il y avait une auberge qui était située entre Fontainebleau et Nemours, qui s'appelait le Pavé du Roi. Et en fait, c'est un lieu qui était devenu trop cher, trop bruyant, et les artistes le trouvaient mal famé à leur goût. Donc, en fait, ceux qui n'avaient pas d'argent, se sont installés dans des gargotes de Marlotte. Alors, c'était pas encore des auberges à l'époque. Donc, il y avait une gargote qui appartenait à un menuisier qui s'appelait Sacco, et qui a ouvert vers 1850. Puis il y avait le père Antony, en fait, qui était tisserand, et c'est sa femme, la mère Antony, qui elle faisait marcher le commerce. Lui était plutôt apparemment à la cave, hein. Il aimait bien, il avait souvent soif, il passait plus de temps à la cave. Et donc quand Henri Murger arrive avec son succès son roman à succès, là, Les scènes de la vie de Bohème, il attire aussi tous ses amis parisiens. Il y a des artistes, des touristes, des curieux.
Et donc la vie du village, elle est un peu bouleversée. Hein. Et donc tout ce petit monde, ces rapins, ces poètes, fallait bien qu'ils mangent et qu'ils dorment. Donc en fait, ils assiègent les deux gargotes du village. Ça c'est entre 1850 1852. Peu à peu, elle se transforme en auberge. D'ailleurs, Auguste Renoir a peint l'auberge de la mère Anthonie. Et le bouquin de Murger, Le Sabot rouge, il célèbre un peu cette mère Anthonie, quoi. Et puis après, l'auberge Chacot, elle va être délaissée par Murger. Il a reçu une réflexion qui lui a pas plu sur une de ses maîtresses, donc ni une ni deux. Il a laissé tomber Sacco. C'est bien, Mumu. Et en fait, il est allé chez la mère Anthonie, quoi. Et voilà, donc en fait, il y avait toujours toute cette vie tumultueuse, hein, et ça pouvait même être par moments, c'était même une succursale du Chat Noir, parce qu'il y a Rodolphe Salis, Magnat, Paul Dedmet qui pouvaient chanter toute la soirée, quoi. Et vous avez, moi je pense en tout cas, enfin vous pouvez douter un peu de ce que je raconte maintenant, je pense que le Bijou Bar est l'héritier de ces fameuses auberges. Je pense qu'à Bourg-en-Marlotte aujourd'hui, s'il y avait des rapins, et s'il y en a, ça serait au Bijou Bar qui ferait la fête. Parce que la patronne est très humaine et très sympa, etc. Le patron qui est le chef aussi. Ouais. Voilà. Puis il connaissait, je crois, le groupe Les Haricots Rouges. Oui, il y avait des photos des haricots rouges sur les murs. Ouais, qui viennent jouer ou qui venaient jouer au Bijou Bar. Donc, et je vous assure, le plat est unique, mais dans tous les sens, dans la plénitude du terme, bon, copieux et pas cher. Ouais. Et donc en fait cette vie à Marlotte, si on veut en savoir plus, moi j'ai pas réussi, pour l'instant c'était un peu tôt, j'avais pas le temps de lire ce bouquin, mais il y a Marie-Claude Lalance qui a écrit un livre qui s'appelle Dans l'intimité de la communauté artistique de Bourron-Marlotte. Il y a eu une réédition en 2012, et là je crois qu'elle raconte l'histoire de toutes ces maisons d'artistes. Et où il est ce bouquin? Je sais pas, il faudrait voir, on peut probablement se le procurer. S'il a été réédité en 2012, on doit pouvoir le. Je pense que ça doit être passionnant de se plonger dans ces vies-là, quoi. Oui, et surtout quand on ira à nouveau à Bourg-en-Marlotte, ce qui ne saurait tarder, puisque je suis avec une fanatique du Rocher, eh bien, on pourra, évidemment, si on a lu ce bouquin, se sentir encore plus concerné par la vie à Bourg-en-Marlotte. Ouais. Et il y a aussi une anecdote qu'on n'a pas racontée. Il y avait eu une exposition, je crois, à l'Espace Jean Renoir sur Armand Charnay. Et ce qu'on savait, qu'on savait pas que c'était lui, c'est qu'en fait Armand Charnay, quand il allait peindre la mare aux fées, il la trouvait trop triste. Donc en fait, il avait rajouté des iris de couleur justement pour pouvoir colorer un peu ses peintures. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Et maintenant, les iris, il y en a. Hein. Sauf que la mare aux fées, elle est en piteux état. Effectivement, là, des deux mares dont parle Murger, il reste un marigot, et cet été, on pouvait même le traverser à pied tellement il y avait peu d'eau. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, voilà, c'est, si vous voulez, on va s'arrêter là parce que on en a dit beaucoup. Il faut pas non plus vous saturer les oreilles et la tête avec nos histoires. Mais franchement, si vous avez besoin de dégazer, hein, c'est pas difficile. Vous prenez le train à la gare de Lyon, vous descendez à Bourg-en-Marlotte. Vous avez peut-être combien? Une petite heure de train. Non, mais après de la gare. De marche, 20 minutes. 20 minutes de marche de la gare jusqu'à l'entrée de Bourg-en-Marlotte, où vous verrez justement ce grand restaurant dont Piquet vous a parlé. Vous poursuivez dans la grande rue. Et vous pouvez aller jusqu'au camping de Bourg-en-Marlotte, vous montez à la mare aux fées par le camping de Bourg-en-Marlotte, et sur votre chemin, vous aurez... je fais une publicité éhontée pour le Bijou Bar, mais il me manque ce Bijou Bar. Ouais, voilà. Et puis si on a envie de marcher, on peut aussi descendre à Thomery et là traverser ce pan de forêt, toute cette partie de la forêt, avec ou sans les rochers pour arriver à Bourg-en-Marlotte. Mais avec Piquet et Coup, c'est de préférence avec les rochers. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs
et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour, silencieux et fidèle, sourit toujours et remercie la vie. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Patachou, les feuilles mortes. Bien, et maintenant nous allons vous relater les quelques expositions qui traînent sur notre script. Alors, on peut toujours parler d'Aurignac, au musée de Montmartre, une exposition qu'on peut voir jusqu'au 8 septembre, vraiment à découvrir, Georges Aurignac, un artiste qui a un peu passé à la trappe. On est content que le musée de Montmartre s'en soit emparé. Nous, on l'avait découvert à Bordeaux et vraiment, allez-y. Il a eu une période, il y a plusieurs périodes dans sa vie de création, mais il y a vraiment une période où il s'est révélé avec des portraits au fusain de travailleurs. C'est vraiment magnifique, quoi. Des portraits de femmes, c'est vraiment très beau. Si vous passez par la Bretagne, il y a toujours à Brest jusqu'au 19 mai l'exposition Bois Brésil et Bois Bretagne. Si vous êtes sur Rueil-Malmaison à l'atelier Grognard jusqu'au 26 mai, c'est peindre dans la Creuse, c'est une bouffée d'air, une bouffée de campagne avec des moulins, des cours d'eau, des couleurs. Des couleurs, ça manque pas.
Voilà. Et puis notre graveuse préférée, Agnès Dubart, hein, qui fait 2 expositions en région parisienne, donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu. Ici et maintenant, c'est au Studio Lot, la Galerie dans les Murs, 16 rue Grande. C'est du 8 mai au 30 juin 2009. Alors c'est ouvert un week-end sur 2, c'est à Moret-sur-Loing. Donc c'est pareil, hein, c'est l'occasion d'aller se promener à Fontainebleau et de revenir par Moret. C'est une petite ville sympa, Moret. Hein, c'est au bord du Loing, là c'est sympa comme tout. C'est le triangle d'or de la forêt de Fontainebleau. Ouais. Et si vous habitez du côté de Gif-sur-Yvette, c'est l'exposition Traces et Matrices, dessins gravés. Donc là, ils sont plusieurs graveurs donc à présenter cette exposition. C'est du 16 mai au 30 juin 2019. Et puis le culturel de la semaine, sous la forme d'un documentaire, fiction, consacré, si vous voulez, aux dérives horribles, si on peut dire ce qu'on, enfin, peu importe, aux dérives de l'Église polonaise qui ont quand même quelque chose à voir avec l'Église française, avec l'Église américaine, avec l'Église australienne, avec l'Église italienne, avec l'Église espagnole, avec les... Ah ben l'Espagne n'a pas encore eu d'écho, tiens, sur les comment dirais-je, les travers sexuels de la prêtrise, ça va venir. Ouais, c'est un film polonais, effectivement. J'ai une voisine polonaise, on parlait cinéma, donc je lui parle du film d'Ozon avec enthousiasme. Elle me dit, le film d'Ozon, moi je me suis ennuyée, je suis sortie, il y a un film en Pologne qui est sorti, le film d'Ozon à côté, effectivement, c'est La promenade du dimanche, quoi. Ah, je suis pas tout à fait Non, d'accord, mais c'est ce qu'elle me disait, enfin, elle trouvait que ça manquait de puissance, quoi. Et effectivement, elle est allée en Pologne, elle m'a gentiment offert le DVD, parce que le film est sorti en DVD, c'est un film qui a dû faire 4 millions, 5 millions d'entrées en très peu de temps en Pologne. Bon, c'est un film décapant qui, à travers la vie de trois évêques, trois curés, Okay. et un évêque et un archevêque, en fait, va marquer tous les travers, effectivement, de l'Église, toutes les dérives, en plus toutes les magouilles financières de toute la corruption polonaise. Bon, c'est un film qui est dur, mais je pense qu'il s'inspire de faits réels. Et là, on vient de voir justement qu'il y a un documentaire toujours en Pologne qui vient de sortir aussi sur la pédophilie en Pologne. Ouais. Voilà, bon. Bon, Ozon, mais c'est vrai que ça se passe en France, donc on a des paysages riants, colorés. Et en Pologne, d'abord, il pleut. Comme disait Wolinski, c'est un champ de patates. C'est pas très gai, quoi, parce que bon, il doit y avoir des endroits gais quand il y a du soleil, mais là, dans ce film, on voit pas vraiment le soleil, on voit l'ombre, la nuit, etc., etc. Donc ça rend le stress plus prégnant, mais je veux dire, c'est exactement, sauf la corruption financière qui n'existe, enfin, qui n'apparaît pas dans le film d'Ozon, qui doit probablement exister un peu aussi, mais pas à l'échelle de la corruption polonaise comme dans tous les pays de l'Est, quoi. Ils ont une longue habitude de ces pratiques dues probablement au système politique précédent, quoi. Ouais, puis en Pologne, il y a une proximité entre l'Église, l'État qui est encore plus fusionnelle. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je ne sais pas si ce film sortira en France un jour, mais voilà, ça s'appelle Claire. C'est vrai qu'ils ont, d'abord, les acteurs, ils ont des tronches pires que les Français. Ça joue aussi les tronches. Mais bon, moi je pense qu'ils dénoncent exactement les mêmes choses qu'Ozon, hormis la corruption, et que si la pédophilie, qu'elle soit de l'Église française ou de l'Église polonaise, ce sont les enfants qui trinquent, et voilà, c'est aussi horrible de mon point de vue. C'est un crime. Ouais, c'est un crime, bien sûr. Un livre. Un livre, oui, un livre où je l'ai même pas écrit. Ah ben oui, un livre là. C'est de Michel Ragon, ce cher Michel Ragon, Le Marin des Sables. Alors c'est un livre c'est d'un personnage qui existait, qui s'appelait l'Olonois, qui était un flibustier, qui vivait sur l'île de la Tortue. Vous savez, l'île de la Tortue, c'était vraiment le repère de tous les flibustiers des Caraïbes. Alors alors c'est terrible cette histoire, parce que je connaissais absolument pas ces choses-là. L'histoire des boucaniers de la Tortue, c'était vraiment des horreurs, ces mecs-là, mais pire que tout ce qu'on peut imaginer. Donc ils engageaient des gens de métropole pendant 3 ans avec un contrat, etc., jusqu'à temps qu'ils remboursent leur voyage, et ils leur faisaient subir des conditions de travail et de vie mais complètement effroyables. Bref,
il arrive à se tirer de ce bagne, et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais enfin, par un concours de circonstances assez extraordinaire, il devient flibustier, c'est-à-dire corsaire, quoi, parce que ils n'étaient pas complètement pirates, puisqu'ils faisaient des courses avec enfin, c'était des courses qui étaient autorisées par lettre patente par le roi de France. Voilà, donc ils n'avaient pas le drapeau noir, mais ils avaient des manières de pirates, parce que lui particulièrement, il avait une dent contre, parce que il a vécu, enfin bref, je raconte pas tout, mais bon, il avait une dent particulièrement dure envers les Espagnols, qui avaient d'ailleurs des galions bois d'or, et c'était la proie favorite de la flibuste, et il lui arrivait de passer de décapiter tout un équipage au sabre, et même de lécher son sabre. Voilà, je veux dire, l'horreur du mec. Mais alors que c'était pas un mec horrible, mais il avait une telle haine des lanceros espagnols que voilà, il se comportait comme ça. Bref, bon, enfin, c'est un bouquin qui m'a passionné, c'est un vrai roman. Et Aragon, c'est vraiment un romancier. Bon, tout ce qu'on peut dire. Moi, j'avais lu quelque chose qui m'avait enthousiasmé aussi, c'était Courbet, peintre de la liberté, un peu plus épais que celui-là, mais quand même. Et il n'a pas écrit une somme de romans invraisemblables, mais il a écrit Les dentelles de Cholet, etc., etc. Mais il y a tout un. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on peut lire pour passer de l'autre côté du miroir, tranquillos, sans se faire de mousse. Ouais, merci des boîtes à lire. Hein. Ah ouais, ah oui, je l'ai trouvé dans une boîte à lire, c'est-à-dire que gratos, quoi, voilà, et je vais le garder parce qu'il est vraiment, je le relirai, hein. Oui. T'en donneras un autre à la place. Hein, oui, j'en donnerai un autre. Oh, bah oui, j'en ai. C'est toute une bibliothèque à vider. Alors ouais, bon. ouais. Voilà. Bah moi, je vais faire un peu de pub pour ma chapelle parce que j'ai ma fille Manou qui fait un spectacle sur les sorcières à Montreuil les 25 et 26 mai. Donc je mettrai les liens. Donc c'est un spectacle qui est tiré de Maleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières. C'est ce que les inquisiteurs utilisaient, le manuel que les inquisiteurs utilisaient pour punir les femmes qu'on disait. Tu veux dire pour les torturer. Voilà, pour torturer les femmes qu'on disait sorcières selon ce qu'on leur reprochait. Donc c'est le 25 mai à 22h au Mur à Pêche au théâtre de verdure de la Girandole, ou le dimanche 26 mai, ce sera rue Seigne à 16h. À Montreuil. Toujours à Montreuil, avec une participation au chapeau. Voilà, et ben on a fait le tour. Hein, on a fait le tour, on vous dit à la semaine prochaine avec cet artiste de Bourron-Marlotte. Oui, là ça sera pour une rediff, ça sera du sérieux. Voilà, du 109, ça y est, on s'y remet. Sur Radio Soupente, qui est la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et dans la foulée, on remercie nos fidèles auditeurs qui se sont fait connaître à nous depuis longtemps, Claude et André de La Nation, Karine, dite Karine Ouzette, une grande copine, un piquet-coup, Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise de Pujol, Christiane qui manie le balai et la brosse dans une librairie de la rue Camelot. Claude et William, nos auditeurs chéris de Brest. Jean-Paul Souvras, notre peintre, un grand de Coudekerque-Branche, dans le Nord, pas loin de Dunkerque. Claudine, une grande amie de Piquet-Coup, qui a une bibliothèque artistique que je lui envie, mais enfin bon, il ne faut pas rêver non plus. Annick, qui est une militante de l'UJFP, de la FPS, etc., qui est actuellement, malheureusement, hospitalisée à la Fondation Rothschild. Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous réenvoie depuis quelque temps quelques articles, quelques infos, voilà, tantôt tristes, tantôt drôles. On leur remercie sincèrement, et voilà, il fait de grosses bises sur les deux joues. Corinne, notre tapissière aimée et dont on apprécie beaucoup le travail de tapisserie. Et Joël, qui est notre arlésienne, qui va bientôt se tirer ou qui s'est déjà tiré au Mali, on ne sait pas s'il va revenir, on le souhaite en tout cas. Sabine et Anne-Emmanuel et Frédéric, trois amis aussi qui font de la barbouille, et Frédéric, lui, il est à Lille. Juliette Planck, notre exilée, notre graveuse qui s'est exilée, qui est en relégation plutôt à Rochefort-sur-Mer. Clément,
un graveur aussi, mais lui alors c'est le Vincent Van Gogh de la gravure. Agnès Dubar, Agnès Dubart, aussi une graveuse émérite, qui elle aussi s'était exilée ou en relégation dans l'Ariège du côté de Foix. Dommage pour nous, parce qu'avant on pouvait aller la voir, mais maintenant plus difficile. Fred, ah si, elle vient en expo, elle est en expo dans la région, je crois. Frédé et Geneviève des Carnatistes attribulants, Thierry Morciot, un graveur belge magnifique. Colette, c'est la veuve de Odon, un artiste, un plasticien magnifique. Voilà, Jacqueline Imbert aussi, veuve de Raymond Imbert, le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui signent sous le pseudo de Claude Isner, des polars qui déménagent. Alors, vous savez, les auteurs de polars, c'est pas toujours des gros mecs avec des carrures, et puis des gros bras et tout ça. Non. Là, c'est deux petites nanas, vous ne diriez jamais qu'elles écrivent des polars quand vous les voyez. Ouais, il y a le dernier, là, il faut lire La Poule aux œufs d'or, qui est sorti récemment, là. Voilà. Et puis, dont Laurence est toujours comment dirais-je, bouquiniste. Elle est bouquiniste, elle a des boîtes sur le quai. Malaquais. Non, ouais, pas le quai. C'est celui qui est juste en face Notre-Dame. Voilà. Et puis Michel Pellois, là, un peintre, mon voisin du dessus, un très très bon. Marie-Christine Perrondet et Christophe de militants, gilet jaune, tous les samedis au Manif. Marie-France, une militante de la FPS, la rousse flamboyante, qui sévit sur une radio concurrente, des émissions magnifiques. Aude, aussi une psychologue qui est toujours aux manettes dans l'histoire de la Maison Blanche. L'atelier du non-fer. De l'atelier du non-fer. Voilà. Heureusement que ma copine est là, toujours prête à m'aider. Et José Arthur du Mélange. Et enfin, Geneviève, qui, notre midi-minuit... notre sorcière préférée, vampire. Notre sorcière bien aimée. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on en connaît d'autres, mais enfin bon, on va pas non plus en tartiner comme ça pendant 2 heures. Cette émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et nous vous disons à la semaine prochaine pour une vraie émission en vrai, avec une personne en vrai, une artiste qui est d'Île-de-France, qui habite à Marlotte, à côté qui est tout de suite collée à la Forêt de Fontainebleau. Voilà, on vous parlera de tout ça. Et voilà, salut. Salut. Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Et dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lis soleil dans ma mémoire, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil. Ah, 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 ah. Je lis soleil, tu sais, allez, joue. Maman, au son clair des grillons, je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie
suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesses et de cerfs-volants. J'ai du soleil dans ma mémoire, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, rien que du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil, je veux du soleil.